Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je commence tout de suite avec le troisième et dernier tome de la série Bichon qui s'intitule L'année des secrets. C'est une bande dessinée réalisée par David Gilson. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bichon, sachez que pour moi cette série c'est un vrai coup de cœur. On aborde ici le sujet de l'identité sexuelle chez l'enfant puisque le personnage principal est Bichon, donc un petit garçon. Je me souviens plus de son vrai prénom, mais sa maman l'appelle Bichon, donc voilà. Et Bichon aime les trucs de filles. Et donc pour lui, il n'y a absolument pas de problème à ça, et pour moi non plus d'ailleurs, et ça devrait pas être un problème pour personne. Sa maman est un personnage absolument génialissime qui n'hésite pas à se battre avec les mamans dans les magasins quand celle-ci regarde son fils avec un air de dire c'est pas pour lui, il est Barbie. La façon dont ce thème est abordé, c'est fait tout en délicatesse et pourtant c'est très juste, c'est pas du tout cucu. On aborde les difficultés de cette quête d'identité pour un petit garçon de cet âge, je dirais qu'il a moins d'une dizaine d'années il me semble, et évidemment la façon dont toutes ces difficultés qui malheureusement existent alors qu'elles ne devraient pas sont surmontées. C'est une trilogie que j'ai mis dans ma wishlist parce que je veux absolument la voir à la maison pour la relire à volonté. Les dessins sont très ronds, très beaux, la couleur est géniale, c'est très flashy, très coloré, je suis vraiment fan de cette BD. Et je vous invite à la découvrir le plus vite possible. Je vous présente maintenant L'ombre du golem de Eliette Abécassis avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Zelmira, je crois, qui est issue d'un quartier un petit peu défavorisé de Prague dans les années 1500 quelque chose, au XVIe siècle, je me souviens plus exactement quand, mais je crois que c'est à peu près à cette époque-là. Et en fait, à cette époque-là, donc, il y avait toute une communauté juive qui habitait Prague. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je suppose que oui, pourquoi pas. Et cette communauté était persécutée. Il y a un homme qui est un petit peu la figure d'autorité, de référence dans cette communauté juive, qui, pour protéger son peuple, va créer un golem, donc un être de glaise qui va prendre vie, un géant qui est là pour les protéger. Et seulement le gouvernement en place va kidnapper donc Zelmira, qui n'est absolument pas juive, mais qui a élu un petit peu domicile chez ce fameux personnage dont je vous parlais, parce que à la maison, ça se passe pas très bien. Du coup, elle se réfugie un petit peu chez lui et elle a donc été kidnappée, cette jeune fille, pour être une monnaie d'échange en fait avec le golem pour que le gouvernement puisse à nouveau s'attaquer aux juifs. Les illustrations, comme je vous l'ai dit, sont de Benjamin Lacombe et forcément elles sont somptueuses. Elles sont également assez sombres, mais ça ne gâche en rien le coup de crayon de Benjamin Lacombe qui est juste exceptionnel, comme je viens de vous le dire et comme je ne cesserai jamais assez de le répéter. L'histoire est vraiment très émouvante et j'ai juste trouvé que c'était un petit peu déroutant parce que l'autrice utilise la première personne du singulier et du coup en fait c'est Zelmira qui est devenue une grand-mère qui raconte un petit peu son enfance à ses petits-enfants, me semble-t-il. Et du coup, la façon dont c'est fait, j'ai trouvé ça assez étrange, mais c'est original et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Au mois de juillet, j'ai également découvert les 4 premiers tomes d'un manga de Rie Haruga qui s'appelle Après la pluie. Évidemment, c'est un shoujo et dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui doit être une ado, entre l'ado et l'adulte, je dirais. Elle doit avoir entre 16 et 18 ans. Quelque chose comme ça, je pense. En tout cas, elle est encore à l'école, elle doit être au lycée, il me semble. Et elle a un petit boulot à côté de ses études. Elle travaille dans un restaurant qui est tenu par un homme, qui est donc le gérant de ce restaurant, qui lui a une quarantaine d'années, entre 35 et 40 ans je crois. Et en fait l'histoire va tourner autour de la relation entre ces deux personnages puisque l'adolescente va tomber amoureuse du gérant du restaurant dans lequel elle travaille. La façon dont le personnage masculin est dessiné ne lui rend franchement pas hommage, enfin je veux dire il est pas beau, voilà, tout simplement, c'est pas un beau mec quoi, même à 40 ans je pense qu'on peut être encore séduisant et là c'est pas trop le cas, enfin en tout cas pas à mon goût. Le personnage féminin est vachement intéressant, alors évidemment pour l'homme ça n'enlève rien à sa personnalité qui est aussi intéressante et attachante par certains côtés et surtout le fait qu'il respecte la différence d'âge et qu'il a du coup du mal à entamer une véritable relation avec la jeune fille. J'ai trouvé ça assez émouvant et proche de ce que devrait être la réalité. En tout cas, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions
quand on entame ce genre de relation, c'est assez important à mon avis. Je trouve que la relation du coup qui évolue entre eux au fil de ces 4 premiers tomes est assez sympa et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je vais de nouveau vous présenter un manga. Au mois de juillet, j'ai lu le 4e et dernier tome de la série Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Aux éditions Akata. Les autres, je vous ai pas donné la maison d'édition parce que je n'ai pas les livres sous la main et que je ne m'en souviens pas, tout simplement. J'ai acheté le coffret intégral parce que je les avais lus sans les avoir et j'ai ensuite acheté le coffret pour les avoir pour également comme Bichon les relire à volonté parce que c'est juste un manga coup de cœur. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Mike qui débarque au Japon suite au décès de son mari et il arrive au Japon chez le frère jumeau de son défunt mari et chez sa petite fille, donc sa nièce. Voilà, tout simplement, sa nièce par alliance, donc la nièce de son mari. Il décide de partir au Japon, c'est une sorte de pèlerinage un petit peu pour lui, pour découvrir l'endroit où est né son mari, l'endroit où il a vécu, parce que, donc comme je vous l'ai dit, son mari est décédé, et puis ils ont toujours dit qu'ils aimeraient retourner au Japon, enfin en tout cas, pour son mari retourner et pour Mike y aller, le visiter, donc le Japon. Et donc il débarque dans cette famille qui est du coup un petit peu... étonné de le voir parce qu'il savait, il connaissait la situation, il savait très bien, donc le frère jumeau savait très bien que son frère était marié à un homme, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas. Moi j'ai appris plein de choses avec ce manga et notamment je ne savais pas qu'apparemment au Japon, donc dites-moi si je me trompe, hein, si vous avez plus d'infos que moi sur le sujet, en tout cas c'est ce qui ressort de ces mangas, apparemment au Japon l'homosexualité est encore très mal perçue et c'est un sujet vraiment tabou. Alors c'est encore un sujet un peu tabou dans nos sociétés malheureusement, mais en tout cas on hésite quand même moins à en parler chez nous qu'au Japon apparemment. Enfin c'est vraiment quelque chose de gênant carrément, donc voilà, ça m'a un peu choqué, un peu dérangé. Enfin choqué non, parce que voilà, malheureusement ça m'étonne pas qu'il y ait encore des gens et des pays entiers qui considèrent ça comme presque une maladie. Bon là il parle quand même pas de maladie, hein, mais c'est pas quelque chose de normal et de bien vu, voilà. Les mangas, en tout cas les premiers, sont entrecoupés de petites anecdotes données par Mike sur la communauté LGBTQ+. Voilà, et franchement, c'est juste une merveille ces mangas. Je trouve que les dessins sont sublimes. Comme vous pouvez voir, les personnages sont croqués de façon totalement différente des mangas, on va dire, je peux même pas dire classiques, parce que dans la plupart des mangas, en fait, les hommes sont pas forcément tellement balèzes, à part quand c'est des mangas genre fantasy, genre je pense à Berserk par exemple, là le héros est vraiment balèze, mais là ce sont un manga de vie quotidienne en fait, et je m'attendais pas du tout à ce que les personnages soient tellement baraqués, mais je trouve que ça fait très bien, ça fait très réaliste, et voilà. La petite fille, je me souviens plus de son prénom, Kana, voilà. Kana est juste extraordinaire, elle pose plein de questions, et elle n'a pas de filtre, c'est une enfant, donc les choses sur lesquelles elle s'interroge, et ben, elle a envie d'avoir les réponses, donc elle pose les questions tout simplement. D'ailleurs ça va engendrer quelques soucis à l'école malheureusement, mais le papa est là, et même si les premiers jours aux côtés de Mike qui vit dans sa maison sont un petit peu tendus, la fin est juste parfaite, donc voilà. Pareil, le mari de mon frère de Gengoro Tagame, je vous le conseille vraiment du fond du cœur. Il n'y a que 4 tomes, donc voilà, c'est un manga qui est vite lu, vite dévoré même, et c'est vraiment un énorme coup de cœur, donc lisez-le. Je vais maintenant passer à du thriller, un thriller jeunesse. Je vous présente 7 lettres de Olivia Harvard. C'est l'histoire d'un ado qui va malheureusement découvrir le cadavre de son meilleur ami. Il y a un certain mystère qui entoure ce jeune homme qui est décédé, puisqu'il a mystérieusement disparu pendant plusieurs mois et qu'il a réapparu un petit peu dans leur vie, presque comme si de rien n'était, presque comme si ces quelques mois n'avaient pas eu lieu. Et au moment où donc le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, doit faire l'éloge funèbre de son meilleur ami, au lieu de sortir son discours de sa poche, il va sortir une lettre qui lui annonce que son meilleur ami a été assassiné, que l'auteur de la lettre est le meurtrier, et qu'il lui propose un jeu de pistes pour découvrir les raisons de la mort de son meilleur ami. Si ça vous dit quelque chose, ça ne m'étonne pas, puisque moi ça m'a tout de suite fait penser à 13 Reasons Why de Jay Asher, dont l'adaptation série télévisée a fait un carton, et le roman a été aussi vraiment excellent. Pour ne rien vous cacher, c'est quand même moins bien écrit, et étant donné qu'on se doute un petit peu du concept, voilà, c'est plus vraiment une surprise, les choses découlent un petit peu d'elles-mêmes. Cependant, il y a quand même des révélations inattendues, et le dénouement, bien qu'un peu rapide, est vraiment
incroyable, enfin je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça se termine comme ça, même si je vous dis j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide. En gros j'ai passé un bon moment avec ce roman, mais voilà, j'ai préféré 13 Reasons Why. Bon, je vais arrêter de les comparer parce que ce serait pas juste ni pour l'un ni pour l'autre, mais voilà, c'était sympa sans plus. Je passe maintenant à un roman contemporain de Maud Miami aux éditions Nil. Il s'agit de Les Diveux d'Alfred. Alors non, ma langue n'a pas fourché, j'ai bien dit Alfred et pas Alfred, puisque le jeune Alfred qu'on va suivre ici a pris, sans le vouloir évidemment, le même nom que son grand-père qui s'appelle Alfred, mais pour les distinguer, on a mis un accent aigu sur le prénom du garçon. Cet Alfred a décidé, avant ses 10 ans, de réaliser une liste de 10 vœux qu'il va essayer d'accomplir avec l'aide de son vénérable grand-père, comme il l'appelle. C'est un roman qui est un petit bonbon, c'est un véritable bonheur de se plonger dans cette lecture. L'ambiance campagnarde de la Bretagne dans les années 70 m'a vraiment beaucoup rappelé mon enfance. Alors, je n'ai passé mon enfance ni en Bretagne, ni dans les années 70, mais tout cet entourage de campagnards, personnes âgées, le parler, la façon dont les gens s'expriment très familièrement, avec des expressions très fleuries, j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est drôle, c'est émouvant. Les petits vieux qu'on rencontre, et ils sont vraiment nombreux dans ce roman, sont attachants. Le personnage principal est vraiment choupinou, on a juste envie de le serrer dans nos bras. Le pauvre gamin, il n'a pas forcément une vie facile et il réussit pourtant à créer des situations mais rocambolesques et drôlatiques. Comme je vous l'ai dit, les expressions sont vraiment hilarantes et les titres des chapitres sont des expressions tirées du livre. Voilà, c'est juste vraiment drôle et malgré ça, l'autrice réussit l'exploit d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément faciles, la fuite du père, l'alcoolisme de la mère, le deuil, etc. C'est un vrai mélange de plein de bonnes choses qui ne peut que faire passer un bon moment. Et je termine cette update lecture en vous présentant Orgueil et Destinée, la romance dont vous êtes l'héroïne de Kitty Curran et Larissa Zagueris. Comme le titre l'indique, il s'agit d'une romance dont vous êtes l'héroïne, en l'occurrence dont j'étais l'héroïne pendant ma lecture. Il y a 4 scénarios qui sont possibles. Alors, étant donné le titre, vous vous doutez bien que elles sont fortement, ces options sont fortement inspirées des romans de l'univers de Jane Austen. Ça paraît logique. Vous avez donc le choix entre 4 scénarios possibles, mais j'ai découvert que chacun de ces 4 scénarios pouvait avoir des fins et des alternatives différentes, ce qui fait que vous n'avez pas seulement 4 histoires, vous avez au moins le double, voire le triple d'histoires, et je trouve ça vraiment génial parce que du coup, à chaque fois que vous ouvrez le livre pour démarrer une nouvelle aventure, même si vous choisissez de partir avec le même personnage, vous pouvez arriver à une fin différente ou à la même fin, mais en ayant parcouru un chemin différent. C'est un excellent concept, évidemment, c'est une lecture interactive et c'est toujours plaisant de faire partie intégrante du récit. Les autrices ont poussé le second degré au maximum, c'est-à-dire que tous les clichés volontaires qui sont présents dans les romans de Jane Austen, comme je l'ai dit, ils étaient déjà volontaires pour Jane Austen parce qu'elle voulait dénoncer la façon dont la société tournait à son époque. Ici, les autrices ont décidé de pousser les clichés vraiment à l'extrême, encore plus que Jane Austen, en fait, presque pour les rendre encore plus ridicules. Et ça en devient vraiment mais drôle à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut vraiment que vous lisiez cet ouvrage pour le découvrir. Par contre, si vous décidez de lire cet ouvrage, prenez-le réellement pour ce qu'il est, c'est-à-dire du second degré, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas que vous plongiez dans l'aventure en vous disant que vous allez lire quelque chose de sérieux. C'est une romance. Je vous préviens aussi qu'il y a beaucoup de scènes de fesses qui sont tournées au ridicule, mais alors, voilà, ça peut pas être plus ridicule que ça ne l'est. Il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée, notamment le fait de me faire moi traiter de dévergondée ou de femme de mauvaise vie ou ce genre de choses à plusieurs reprises dans les notes en bas de page au moment où on doit choisir vers quelle voie on veut se tourner. Mais c'est aussi démontrer la volonté des autrices d'aller au bout vraiment de leur idée et de pousser, je vous dis, le cliché à l'extrême. Du coup, ça peut être que drôle en fait. C'est drôle, ça fait lever les yeux au ciel, mais on se régale et on a une infinité de possibilités pour découvrir ou redécouvrir ces histoires, donc c'est juste extraordinaire. C'est drôle, c'est irrévérencieux et je donne un point bonus à cet ouvrage parce que parmi les 4 personnages que vous pouvez suivre, il y a une jeune femme qui est au départ votre amie, mais qui au fil de l'intrigue va devenir votre amante.
Romance FF, c'est assez rare dans les romans young adult pour être mentionné. Donc chapeau aux autrices. Je parle de romance young adulte. Ne faites pas l'erreur, comme je l'ai faite, de classer ce roman en adolescent. Il est obligatoirement pour les adultes, notamment à cause des scènes de fesses assez nombreuses, et même si elles sont drôles et ridicules, c'est quand même assez détaillé, donc voilà, je pense que clairement ce roman va en adulte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!